Eh bien donc, comme je le disais, bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce troisième webinaire OpenOPSE. Donc ce webinaire, enfin le film de ce webinaire et également le support de cours seront déposés sur le site OpenOPSE. Donc vous voyez le début, enfin la page d'accueil qui s'affiche sur cette, cette page de présentation. Et nous allons d'abord nous présenter Caroline Doucouré et moi-même. Donc, je m'appelle Anka Hensens, je suis documentaliste à l'IRD et chargée avec Caroline, entre autres choses, de répondre et de former et d'assister les personnes qui ont besoin d'informations sur les plans de gestion de données. À toi, Caroline. Bonjour, je suis Caroline Doucouré, je suis documentaliste à l'IRD en région parisienne. Les enjeux. Bon, d'abord, ce webinaire est le troisième donc, d'une série. Donc, normalement, vous avez entendu et réentendu ce que sont les données de la recherche. Toutefois, il peut arriver qu'une personne ne se connecte qu'à ce webinaire et pas aux autres. C'est pourquoi que vous voyez afficher donc, là sur cette diapo la définition la plus communément utilisée, celle de l'OCDE, des données de la recherche. Et maintenant, passons au PGD. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un PGD? Ben, en deux mots, c'est un formulaire. Un formulaire, c'est-à-dire un document structuré et aussi évolutif dans le temps, qui décrit l'ensemble des données de la recherche produites ou utilisées dans un projet ou par une structure, qui liste toutes les questions à se poser sur leur obtention, leur gestion, leur conservation, leur partage, et tout ceci tout au long du cycle de vie de ces données. Alors, il existe des freins, nous en sommes conscients, même de nombreux freins, et je suis sûre que vous en connaissez. Si vous réfléchissez 5 minutes, même pas 2 minutes, vous allez en trouver, et soit que vous avez formulé vous-même, soit que vous avez entendu autour de vous. Ben, les plus courants sont ceux qui sont affichés dans ce tableau, qui est une traduction, une adaptation du Data Excuse Bingo de Jenny Molloy. Donc, c'est je n'ai pas le temps, je ne sais pas faire, je ne suis pas obligée, j'ai des problèmes avec mes partenaires qui sont trop nombreux, privés, étrangers, etc. Mes données ne sont peut-être pas parfaites, mes données sont sensibles, je veux encore exploiter mes données ne sont pas terminées, ne sont pas finalisées, et puis mes données ne regardent que moi, donc je ne vois pas pourquoi j'aurais à remplir ce document. Mais ces freins, la bonne nouvelle, c'est que ces freins peuvent être levés. À l'objection je n'ai pas le temps, il faut savoir que certes, oui, c'est long la première fois, mais c'est beaucoup moins long avec l'expérience. En effet, le plan de gestion de données a toujours le même genre de rubriques. Et on va les détailler, ces rubriques, ne vous en faites pas, hein, dans la partie sur le comment. Et donc, une fois qu'on en a rempli une fois, ben, on sait comment les remplir et surtout, on peut même copier-coller certains paragraphes d'un plan de gestion de données à l'autre pour tout ce qui est, par exemple, quand on reste dans le même organisme, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est partage, etc. Ben, je n'y connais rien. Certes, vous n'y connaissez rien, mais la bonne nouvelle, c'est qu'un plan de gestion de données, ça se fait en équipe, ça se fait jamais tout seul. Et donc, vous pouvez bénéficier des connaissances d'un grand nombre de personnes auxquelles vous pouvez recourir, des spécialistes qui sont soit dans votre organisme, soit dans des organismes partenaires, que ce soit des juristes, des documentalistes, des qualiticiens, des spécialistes de la valorisation, des informaticiens, etc. Et puis, vous avez aussi toute l'équipe qui va participer à la rédaction ou au moins à la relecture de ce plan de gestion de données et tous les partenaires avec leurs ressources diverses et variées. Par ailleurs, il y a aussi énormément d'aides en ligne. Et en particulier, il y a beaucoup d'exemples de plans de gestion de données qui ont déjà été rédigés et qui sont partagés soit sur les plateformes de rédaction de plans de gestion de données, soit sur des sites de référence,
soit même dans certains périodiques, certaines revues qui publient des plans de gestion de données. Et puis aussi, vous avez beaucoup d'aides sur les entrepôts de données eux-mêmes, dans les moteurs de recherche comme OpenAir, etc. Vous pouvez trouver des exemples de plans de gestion de données ou des aides. Je ne suis pas obligée. Ben, effectivement, il y a encore un certain nombre de bailleurs de fonds et d'organismes qui n'obligent pas, mais ils recommandent de plus en plus. Et surtout, même si vous n'êtes pas obligé, surtout si votre si votre projet est un projet qui est assez gros, vous avez tout avantage à rédiger un plan de gestion de données ne serait-ce que pour la cohésion de l'équipe, mais aussi pour tout ce qui est prévision de dépenses, prévision d'éventuels problèmes, etc. Parce que le plan de gestion de données, il faut vraiment le voir comme une aide à la gestion des données d'un projet. Ça permet d'inventorier toutes les données qui seront produites ou utilisées dans le projet et de voir quelles sont les contraintes qui pèsent sur elles, de faire un checklist de tout ce qui est important à ne pas oublier, et puis de rechercher collectivement à l'avance toutes les réponses spécifiques qui peuvent avoir à être données aux des éventuelles questions qui se posent. Et puis, de façon plus générale, ça améliore la qualité et la reproductibilité de la recherche. Donc, c'est à commencer le plus tôt possible et dans l'idéal au démarrage même du projet. Enfin, c'est justement quand c'est compliqué avec vos partenaires et c'est justement quand vos données sont sensibles qu'il faut rédiger un plan de gestion de données parce que c'est là qu'il faut dès le départ lister les problèmes éventuels qui peuvent se poser et comment on va essayer de les résoudre, qui a droit, qui possède quoi et qui accède à quoi, par exemple, dans ce qui est des partenaires. Et pour les données sensibles, ben, tout de suite, même dès la rédaction des engagements de confidentialité ou des formulaires de confidentialité, on va tout de suite lister toutes les questions de partage, etc. Et si vos données ne sont pas parfaites, on le sous-tendra d'autant plus s'il n'y a aucun plan de gestion de données, parce que le plan de gestion de données, c'est une assurance de qualité. C'est une preuve de nouvelles compétences qui peuvent être valorisées. En particulier, pour ce qui est de doctorants ou de post-doctorants, il y a de plus en plus de recrutement de jeunes ayant fait un plan de gestion de données pour leur thèse ou dans le cours de leur post-doc pour servir de data manager. Et puis, les plans de gestion de données peuvent donner lieu à de nouvelles publications, soit qu'on publie directement le plan de gestion de données. Je vous disais que certaines revues publient des plans de gestion de données, ou il peut être publié sur certains sites, comme les sites d'aide à la rédaction, ou bien ils peuvent servir de base à la rédaction d'un data paper, qui sont de nouveaux types de publications qui décrivent les données d'un projet. Et puis, c'est un moyen d'avoir de nouvelles collaborations, d'être connu par des collègues. Si vous voulez encore exploiter vos données, bien sûr, c'est tout à fait possible, hein, il n'y a aucun problème, parce que le plan de gestion de données ne contient pas de données. Et le plan de gestion de données n'est pas public par défaut. C'est vous qui choisissez de le publier ou pas. Si vous en êtes content, bien sûr, vous pouvez le publier. Et si parmi les données que vous générez lors d'un projet, certaines ne peuvent pas ou ne peuvent pas encore être publiées parce que vous voulez encore les utiliser, eh bien, il suffit d'expliquer pourquoi vous désirez mettre un embargo, par exemple, sur vos données pendant 2 ans pour pouvoir les exploiter, ou bien pourquoi vous ne pouvez pas les partager ou vous désirez de les partager uniquement à la demande parce que, par exemple, ce sont des données sensibles. Et puis, vous pouvez toujours, même si vous ne partagez pas les données, vous pouvez partager les métadonnées qui sont associées avec ces données pour faire connaître, pour faire savoir que vous êtes en train ou que vous avez déjà généré tel ou tel type de données. Enfin, si vos données ne sont pas terminées, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Comme je vous disais tout à l'heure, le plan de gestion de données n'est pas figé, c'est un document évolutif. Il y a donc des versions successives dans le temps. D'ailleurs, les bailleurs de fonds qui en font un livrable en demandent, par exemple, 3 dans le cours du projet pour les projets européens. Et donc, si on ne peut pas répondre à toutes les questions dans la version 1, on explique pourquoi, on explique comment on y répondra plus tard, et puis on y répond dans la version 2, dans la version 3, dans une des versions suivantes.
Enfin, vous pensez que les données vous appartiennent et que donc vous n'avez aucun compte à rendre, ben, ce n'est pas tout à fait le cas. Dans un certain nombre de pays, les données scientifiques sont considérées comme des données publiques et donc ont une obligation de diffusion si c'est possible. Et puis surtout, un certain nombre de bailleurs de fonds, comme l'ANR en France ou l'Europe depuis le 2017, demandent à ce qu'il y ait rédaction d'un plan de gestion de données. Et pour ce qui est des tutelles, il y a de plus en plus de tutelles d'organismes, de gouvernements, etc., qui recommandent fortement la rédaction de plans de gestion de données. Et puis pour vos collègues, pour participer comme je disais tout à l'heure, à la traçabilité et à la reproductibilité des expériences et au respect des expériences scientifiques, vous avez tout intérêt à rédiger un plan de gestion de données. Voilà, donc on a fait le tour des freins, j'espère qu'ils ont été levés et donc que vous allez, à partir de maintenant, écouter avec une attention renouvelée. Pardon, là, j'ai fait un retour en arrière qui n'avait pas lieu d'être. La suite de notre exposé qui va expliquer plus à fond en quoi consiste un plan de gestion de données. On va passer à une partie plus théorique où on va vous expliquer comment concrètement on fait un plan de gestion de données. On va le présenter à deux voix avec Anka pour que la partie théorique soit un peu plus dynamique. Et nous allons vous présenter un plan en trois parties. Donc, tout d'abord, nous allons voir comment le plan de gestion de données accompagne le cycle de vie des données, c'est-à-dire qu'il explique comment les données seront gérées tout au long du projet et à l'issue du projet. Et ensuite, on verra concrètement comment on fait. En général, on présente le cycle de vie des données avec 5 ou 6 étapes. Et à chaque étape du cycle de vie, on va voir quelles sont les actions qui doivent être entreprises pour gérer ces données. Donc là, sur ce cycle à 6 étapes, on reconnaît en haut la création ou la collecte des données. L'étape suivante concerne le traitement et l'analyse des données, puis la préservation et la conservation des données qui méritent de l'être, parce que toutes les données ne sont pas forcément bonnes à conserver, et éventuellement le partage et la mise en accès pour une éventuelle réutilisation. Donc concrètement, comment se présente un DMP? DMP pour Data Management Plan, qui est la traduction de plan de gestion de données. On utilise indifféremment les deux sigles. Donc, un plan de gestion de données se présente sous la forme d'une checklist pour ne rien oublier d'important dans la gestion des données. En fait, donc, le DMP, c'est un document structuré. Vous avez une liste de questions. Et en répondant à ces questions, vous allez pouvoir réfléchir et anticiper en amont pour prévoir et puis ensuite décider et expliquer ce que vous allez faire pour chaque jeu de données à chaque étape du cycle de vie de la donnée tout au long du projet. Donc, vous voyez là le type de questions qui vont se poser. Par exemple, concernant la collecte des données, on pourra se poser la question de qui est responsable de la gestion des données concernant la documentation des données qui devra être associée, comment les données seront identifiées, seront-elles décrites. Ensuite, comment les données seront stockées, sauvegardées, sécurisées. Pour respecter la propriété intellectuelle, il faudra se demander à qui appartiennent les données. Pour respecter les aspects éthiques, il faudra tout d'abord commencer à se demander si des données sensibles seront produites ou utilisées. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, quel plan est prévu pour l'archivage et la pérennisation à long terme des données? Pour l'accès et le partage des données, on pourra se demander quelles données seront partagées, avec qui et comment. Et ensuite, on se posera des questions sur les ressources qui seront utiles pour bien gérer ces données. Et enfin, qui sera responsable de quoi? Par exemple, qui est responsable de la gestion des données?
Voilà, donc vous avez un aperçu là très très rapide de ce qu'il y a dans un plan de gestion de données et pour rentrer dans les détails, nous avons décidé de vous présenter plus précisément le modèle de plan de gestion de données de l'ANR. Pourquoi? Parce qu'il a une version française, donc c'est quand même plus agréable dans le cadre d'un pays francophone ici comme au Sénégal. Et aussi parce qu'il a été créé vraiment en respectant presque mot pour mot le modèle Science Europe. Donc c'est un modèle relativement partagé. Et donc, ce modèle de plan de gestion de données est divisé en 6 parties que vous voyez donc détaillées là en dessous de 1 à 6. Et on va donc vous détailler ces 6 parties l'une après l'autre. Alors, pourquoi 6 parties? Décrire les données pour assurer la reproductibilité des expériences, clarifier le cadre juridique et éthique pour respecter les droits et les personnes, garantir la compréhension des données pour permettre leur réutilisation, assurer le stockage pour éviter les pertes, spécifier les modalités de partage en fin de projet pour connaître les droits de réutilisation par les réutilisateurs et définir les responsabilités pour assurer une bonne gestion des données. Donc, dans la partie 1, la partie sur la description des produits de recherche, on va essayer de présenter l'ensemble des données qui sont produites par le projet, mais aussi celles qu'on va réutiliser, qui ont déjà été produites précédemment. Et on va les lister de manière la plus synthétique possible, mais en même temps relativement détaillée, pour pouvoir ensuite les reciter dans les différentes autres parties. Donc c'est un espèce d'inventaire, et cet inventaire, c'est vrai que c'est très pratique si on le présente sous forme de tableau. De façon à ce que ne rien oublier dans la description des données et aussi d'avoir bien des numéros ou de lignes. Donc, ça peut aussi se faire par liste à puce, mais c'est vrai que le tableau, c'est quand même bien, bien pratique, autant pour les relecteurs que pour vous-même. Alors, vous avez, comme ici, un certain nombre de liens dans notre présentation que, vu qu'elle est relativement courte, nous n'allons pas détailler, mais comme le PowerPoint sera sur le site du LPED ensuite, vous pourrez le décharger et aller explorer tous les liens qu'on vous donne, tous les endroits où vous pouvez avoir des informations pour remplir ces différentes parties. Donc, voici un exemple de tableaux que nous avons utilisés pour certains projets, donc listant les données réutilisées et les données produites. Dans la deuxième section du plan de gestion de données, on va décrire les métadonnées et la documentation. Donc, on va dire là tout ce qui permet et facilite la recherche et l'identification des données pour un utilisateur ultérieur, mais aussi pour vous qui serez amené à réutiliser vos propres données dans quelques années. Donc, les métadonnées, ça signifie les données qui décrivent les données. Pour cela, on vous conseille d'utiliser de préférence des modèles de métadonnées standards. Il en existe dans certaines disciplines et vont vous permettre de retrouver les jeux de données avec des mots-clés, une localisation, des titres, des résumés. Mais aussi, pour réutiliser les données, vous allez renseigner ici des méthodologies, définir les protocoles, quels codes, quelles unités de mesure vous utilisez. Concernant la documentation, il s'agit de documenter la signification de chaque champ ou variable. Il est intéressant de préciser les unités de mesure dans un data dictionary et la signification de tous les codes que vous allez utiliser dans un code dictionary, pardon, pour rendre les fichiers compréhensibles et réutilisables. Concernant la qualité des données, vous allez décrire ici tout ce qui va expliquer comment les données seront contrôlées et documentées, et en fait, tout ce qui va rassurer notamment les financeurs, mais aussi les utilisateurs de vos données, et qui va montrer que vous n'en avez pas perdu en cours de route,
et que on peut se baser sur votre jeu de données, il est fiable. Donc, vous allez présenter le résultat à atteindre et puis citer quel processus vous avez utilisé. Ça peut être des checklists ou alors vous allez utiliser des cahiers de labo. Vous allez définir aussi éventuellement le suivi régulier que vous mettez en place. Par exemple, vous pouvez mettre en place un contrôle hebdomadaire avec la recalibration de vos outils de mesure, pour, euh, pour bien garantir que la tare est bien spécifiée, par exemple. Donc, nous vous avons mis ici quelques exemples qui sont tirés d'un modèle de DMP d'une unité de l'IRD en géographie qui vous permettra de voir concrètement ce qu'on met dans cette partie-là. On vous laisse quelques secondes pour en prendre connaissance de quelques exemples et de toute façon, vous aurez donc le support sur le site du projet OpenOps. Donc, troisième partie d'un plan de gestion de données qui existe dans tous les types de plans de gestion de données, dans tous les modèles, c'est toute la partie concernant le stockage et la sauvegarde des données pendant le projet. On n'est pas dans le partage, là, on est vraiment pendant le projet. Donc, c'est expliciter toutes les procédures de sauvegarde des données qui seront mises en place durant le projet, donc leur périodicité, leur automatisation éventuelle, enfin c'est conseillé, je vous le dis, le nombre de copies et de versions que vous allez garder, où elles seront sauvegardées. Et donc, à ce propos, il y a un modèle de sauvegarde qui est relativement connu parce que c'est 3, 2, 1, c'est facile à retenir. Donc, on conseille de sauvegarder au moins 3 fois sur au moins 2 supports différents, dont un en ligne, 3 versions successives des données du projet. Et de préférence, bien sûr, ces sauvegardes, elles ont intérêt à être plutôt sur des sites institutionnels, car ces sites institutionnels, ils sont pérennes, ils sont régulièrement dupliqués et ils sont sécurisés. La partie sur la sécurité, c'est qu'est-ce que vous mettez en place pour protéger les données, et en particulier quand ces données sont des données personnelles et encore plus si ce sont des données sensibles. Donc, dans ce cas-là, c'est tout ce qui est procédure d'accès aux données par mot de passe, par numéro IP, qui a accès à quoi, à quel répertoire, etc. Et en cas de transfert, si ce sont des données vraiment sensibles, est-ce qu'il y a des cryptages qui sont mis en place avant de faire le FTP, enfin tout ce type de choses. Donc là, vous avez des exemples qui ont été donnés dans ce modèle de plan de gestion de données de l'UMR Prodig. Et nous allons passer à la quatrième partie. La quatrième partie concerne le cadre juridique et les exigences éthiques, les codes de bonne conduite. Donc, nous allons voir rapidement le cadre français, européen, puis le sénégalais. Il faut savoir qu'en France, nous avons une très forte incitation à la rédaction de DMP depuis le décret qui est paru à la fin de l'année dernière sur le respect des exigences à l'intégrité scientifique, dans lequel il est demandé aux établissements publics de veiller à la mise en œuvre par leur personnel de plans de gestion de données, ce qui a une incitation forte pour améliorer la gestion des données, sachant que selon la loi numérique de 2016, pour une république numérique de 2016, les données sont par défaut, doivent être ouvertes et doivent être diffusées gratuitement et librement réutilisables. Ça, c'est le cadre général, mais il existe des exceptions légales à cette loi que nous allons voir, que nous allons lister. Tout d'abord, attention, donc, si vos données rentrent dans un des cas suivants, vous ne pourrez pas les diffuser comme ça sans autorisation, ou sans flûtage ou agrégation, ou éventuellement, vous ne pourrez pas les diffuser tout de suite, tout de suite ou tout simplement, ou définitivement. Donc, tout d'abord, pour protéger les données personnelles, le règlement général sur la protection des données, le RGPD, donne un cadre juridique européen de référence à respecter, notamment pour les données sensibles.
Les données sensibles, ce sont les données qui concernent les origines ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l'orientation sexuelle et l'appartenance syndicale. Dans ce cas-là, il y a nécessité d'avoir le consentement préalable de la personne concernée et ce doit être une démarche active, libre et de préférence écrite dans un formulaire de consentement. Le deuxième cas concerne le cas des données issues de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés. Il vous faudra préciser ce qui a été mis en place pour respecter la législation pour l'accès et le partage des avantages découlant de l'utilisation de ces ressources, conformément au protocole de Nagoya. De plus, les données pouvant avoir un impact sur la biodiversité doivent respecter le code de l'environnement. Par exemple, pour la localisation d'une espèce menacée, donc rare, donc recherchée pour éventuellement être commercialisée, si vous diffusez l'information comme ça, il y a risque d'y avoir un pillage de la ressource. Une autre exception constitue les bases de données qui sont un cas particulier de propriété sur le droit et une législation spécifique s'applique en plus du droit d'auteur. Donc, il faudra se renseigner sur le droit sui generis des bases de données. Et enfin, certaines données sont protégées par le droit d'auteur quand il s'agit d'œuvres originales, comme des photos, par exemple. Il faut faire une différence entre une photo qui est prise automatiquement par un appareil et une photo dans laquelle quelqu'un a mis une œuvre de l'esprit en faisant une composition originale, par exemple. Il y a aussi Pardon. il y a aussi d'autres types de données comme celles qui relèvent de la sécurité publique, de la sûreté de l'État, du secret professionnel, du secret d'instruction, du secret défense qui doivent entrer dans cette liste d'exceptions. Nous avons mis en ligne sur le site data.ird.fr un lien sur lequel vous pouvez avoir plus d'informations. Pour le cadre juridique sénégalais, il faut savoir que lors du séminaire 2021 à Dakar, nous avons eu toute une journée sur ce sujet et nous avons en ligne sur le site du LPED les liens de cet atelier juridique. D'une façon globale, le droit des données s'inscrit dans la loi portant sur le droit d'auteur et les droits voisins qui date de 2008. Et d'autres lois sont venues ensuite le compléter, notamment au niveau de la protection des données personnelles avec la loi de 2008 et la mise en place d'une commission de protection des données personnelles au Sénégal. De plus, le Sénégal a signé en 2008 le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Et en 2013, il a élaboré et validé sa première stratégie APA pour accès et partage des avantages découlant de l'utilisation de ces ressources et connaissances. Concernant les aspects éthiques, si certaines données sont sensibles, personnelles ou peuvent soulever des problèmes éthiques et déontologiques, il faudra préciser quel comité sera contacté. Pour toute cette partie-là, vous pouvez consulter aussi les juristes. Et au Sénégal, il faut savoir qu'il existe un comité d'éthique pour la recherche scientifique, pour la recherche en santé, qui peut être contacté. Et ensuite, dans les organismes partenaires, vous avez des comités. Il y en a à l'IRD, il y en a à l'UCAD. Et parfois, les bailleurs peuvent avoir mis en place des comités que vous pouvez consulter pour avoir un avis. N'hésitez pas à vous faire aider sur ces sujets sensibles. Donc, voici quelques exemples tirés du modèle de DMP. Donc, nous arrivons à l'avant-dernière partie de ce modèle de plan de gestion de données à ANR Sciences Europe. Donc, la partie sur le partage des données et la conservation à long terme. Il faut savoir que certains autres modèles, comme par exemple celui de l'Europe, axent une grande partie de leur modèle sur cette partie 5, partage et conservation.
Et donc, c'est une partie qu'il faut remplir avec attention. Bon, rappel des grands principes au niveau de la diffusion et du partage. On vous l'avait vu dans les précédents webinaires, mais c'est toujours bien de le rappeler. Le premier principe, aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. C'est-à-dire que si de bonnes raisons peuvent justifier le fait de ne pas ouvrir ou d'ouvrir sous condition ou d'ouvrir à la demande seulement ou de n'ouvrir que les métadonnées, vous pouvez très bien lister pourquoi, expliquer pourquoi dans cette partie et ne pas partager, pourquoi vous ne partagez pas ensuite vos données ou en tout cas une partie de ces données. Si vous décidez de partager ou si vous pouvez les partager, il va falloir les partager selon un autre grand principe dont vous avez aussi entendu parler, c'est le principe FAIR, FAIR pour facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Donc, facile à trouver, par exemple, en attribuant aux données que vous partagez un identifiant PRN, comme le DOI justement, accessible grâce au dépôt sur un site qui va durer dans le temps. Par exemple, interopérable dans le sens que vous allez les déposer, vos données dans des formats ouverts, réutilisables par le plus grand nombre, et que vous allez les décrire avec des vocabulaires qui sont des vocabulaires standards, et du coup, la signification des mots sera bien, bien claire par tous. Et enfin, réutilisable grâce, entre autres, aux licences de réutilisation, de licences d'utilisation dont on va parler un petit peu plus tard. Donc, des licences qui explicitent ce que vous pouvez faire et ne pas faire avec vos données. La première chose à faire, c'est de dire quelles sont les données, pour ce qui est de la conservation des données à long terme, quelles sont les données qui valent le coup d'être conservées à long terme et quelles procédures vous allez mettre en place pour les conserver à long terme. La conservation, c'est différent du partage. On peut très bien décider de conserver à long terme des données et de ne pas les partager. De même, pour les données, quelles sont les données qui vont être partagées et lesquelles il est impossible de partager et pourquoi. Une fois qu'on a décidé quelles sont les données qui vont être partagées, où les publier, où les déposer pour les partager. Pour ce qui est des logiciels, il y a donc un nouveau projet qui s'appelle Software Heritage qui va pouvoir vous aider une fois que vous avez développé vos codes. Pour ce qui est des données, des autres types de données, il va vous falloir, nous vous recommandons de choisir un entrepôt qui est spécialisé, un entrepôt de données. Et pour cela, plusieurs façons de faire. Soit dans votre thématique de recherche, il y a un entrepôt international leader et à ce moment-là, ne vous posez pas de questions, déposez vos données à cet endroit-là. Comment savoir quel est cet entrepôt leader? Il y a des enquêtes qui ont été faites par Sciences Europe justement à ce propos, mais il suffit parfois de simplement poser la question à vos collaborateurs, à vos partenaires et vous verrez ressortir un entrepôt de façon claire et définitive. Si ce n'est pas le cas dans votre thématique de recherche, un certain nombre d'organismes ont mis en place des entrepôts. Par exemple, pour ce qui est des IRDiens et de leurs partenaires, il y a l'entrepôt Data Sud à l'IRD. Pour ce qui est de la recherche française, il y a le nouvel entrepôt research.data.gouv pour toutes les structures de recherche françaises. Et puis, et enfin, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous avez un site qui est très connu, qui s'appelle RE3 Data, dans lequel vous pouvez parcourir les disciplines et voir quels sont les entrepôts qui correspondent à vos critères et qui existent dans telle ou telle thématique. Une fois que vous aurez choisi un entrepôt, il va vous falloir choisir une licence. Certains entrepôts obligent à choisir telle ou telle licence, d'autres vous laissent le choix. Et donc, comment choisir une licence? Il y a beaucoup de types de licences. En France, les textes juridiques recommandent deux licences, la licence étalable qui est une licence française et l'Open Data Base Licence qui est une licence internationale.
mais de plus en plus un type de licence ouverte qui s'appelle les Creative Commons, qui ont été donc générés par un groupe créés par un groupe de juristes et mis à disposition de tous. Ces Creative Commons sont de plus en plus utilisés et deviennent un peu des standards. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de passer un peu de temps dessus. Ces licences Creative Commons sont composées avec 5 icônes qui sont combinables pour donner 7 licences. Donc ces cinq icônes, la première, le 0, c'est vraiment le domaine public total, c'est-à-dire que si vous appliquez la licence CC0 à vos données, les personnes qui les réutiliseront n'auront même pas besoin de vous citer. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de l'adopter. Les 2 autres licences réellement ouvertes sont les licences CC BY. Donc, cette fois-ci, il y a obligation de citation des créateurs des données. Et la licence CC BY SA, SA pour Share Alike, qui est partage des nouvelles données ou des données dérivées ou des produits dérivés à partir des données initiales dans les mêmes conditions, sous la même licence CC BY SA par les personnes qui réutiliseraient vos données. Vous avez 2 autres pictos qui sont donc non commerciales et pas de modification, ND, et qui sont combinables dans 4 autres licences, pardon, 4 autres licences. Mais ces licences sont dites moins ouvertes, enfin, elles ne sont pas considérées comme des licences totalement libres. Il faut que vous le sachiez. Vous pouvez les utiliser tout de même, il n'y a pas de souci. Voici donc un exemple de conseils pour remplir ces parties, des exemples de conseils dans le modèle de l'UMR Prodigue. Et nous arrivons à la 6e et dernière partie. Donc, cette dernière partie concerne, c'est l'endroit où vous allez détailler les responsabilités et les ressources. Concernant les rôles et les responsabilités, vous allez décrire dans l'équipe projet comment ça se passe, qui fait quoi concernant les activités de gestion. Si possible, vous nommez la personne responsable et quand il s'agit de rôles critiques, il faut mieux prévoir des suppléants. Et puis aussi, c'est l'occasion de préciser comment s'effectue la coordination entre les différents partenaires. C'est une bonne idée de les anticiper et sachant que sur l'intranet de l'IRD, vous avez un appui concernant le service contrat et convention. Ensuite, pour les ressources nécessaires à la bonne gestion, vous allez devoir chiffrer les frais de gestion, éventuellement le coût d'un data manager qui peut être éligible au financement de certains bailleurs, le matériel, les logiciels, les temps personnels. Vous pouvez aussi mentionner éventuellement les services obtenus gratuitement dans le cadre du projet Open OPSE avec la collaboration avec la NSD pour la diffusion des données d'enquête. Vous pouvez le citer. Éventuellement, donc le salaire du gestionnaire des données. Vous avez sur ce lien-là une aide qui vous permet d'estimer. Alors, ça date de 2020, mais ça vous permet d'avoir une idée et surtout de ne rien oublier dans les coûts. Et si vous travaillez sur des données qui ont besoin d'être anonymisées, anticipez bien le coût élevé d'anonymisation ou de pseudonymisation des données parce que il peut être élevé. Et il faut savoir que dans le cas de certains financements, certains bailleurs euh, démargent le coût d'anonymisation des données. Donc, dans cette partie-là, vous parlerez des budgets alloués, mais vous parlerez aussi des ressources humaines affectées et des temps estimés pour chaque étape du projet, pour la préparation des données, des métadonnées, le dépôt dans un entrepôt, pour l'archivage pérenne, etc.
Nous vous avons mis quelques exemples ici que vous pouvez consulter pour vous donner des idées de ce qu'on peut mettre dans cette section. Donc, en Donc, guise de conclusion, voilà. Voilà, nous avons donc passé en revue les 6 parties du modèle de plan de gestion de données à Sciences Europe ANR. Et en guise de conclusion, on va donc vous lister un certain nombre de recommandations, d'aides et d'assistance auxquelles vous pouvez recourir. Donc, vous avez des sites qui sont des sites de référence qui existent depuis des années comme Copist et le Data Partage INRAE, où il y a énormément de choses. Le Doranum aussi, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez donc, comme je le disais tout à l'heure, savoir quels sont les standards de votre communauté en parcourant le rapport de Sciences Europe. Vous pouvez aller regarder sur le site du financeur, si jamais vous utilisez un modèle de financeur, non seulement les recommandations de celui qui a écrit ce modèle, enfin, de cet organisme, mais aussi la grille d'évaluation, si elle existe. Là, ça vaut vraiment le coup d'aller voir si elle existe et de la consulter, parce que vous voyez ce qui est du coup attendu dans les réponses aux questions qui sont listées dans un modèle de plan de gestion de données. Ensuite, vous pouvez consulter, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, des exemples de plans de gestion de données, soit sur les sites d'aide à la rédaction, soit dans des journaux comme le RIO, Research Idea on Outcome, pardon. Vous pouvez donc, bien sûr, utiliser un modèle, hein, ça paraît évident, on vous en a détaillé un. Et puis, vous pouvez aussi, comme je l'avais dit dans l'introduction, utiliser des experts. On a essayé de lister toutes ces ressources sur un document qui sera aussi également mis en ligne sur le site du LPED, que nous avons appelé bouée de sauvetage, et donc qui est une webographie en fait de ce qui existe comme aide. Et dans nos recommandations, nous voudrions insister sur l'intérêt d'utiliser un outil d'aide à la rédaction. Il en existe plusieurs. Il y a DMP Tool et DMP Online qui sont des sites anglais et américains et qui sont donc en anglais, hein. Et le site DMP Opidor qui est donc français, qui est donc avec toute l'explication en français. À quoi servent ces sites? Il y a donc un choix de modèles qui sont présentés, que vous pouvez choisir pour ensuite remplir leurs différentes parties. Il y a des exemples qui sont rendus publics par des utilisateurs qui ont voulu aider d'autres en mettant en commun ce qu'ils avaient fait. Vous avez les recommandations non seulement de l'organisme qui a créé le modèle de plan de gestion de données, mais aussi d'autres organismes. Par exemple, nous avons mis nos recommandations sur le site des MP Opidor, de même que l'INRIA, de même, pardon, que l'INRAE, pardon, et un certain nombre d'universités françaises. Vous pouvez du coup partager votre rédaction, donner le droit d'édition à un certain nombre de personnes pour co-rédiger certaines parties ensemble. Et vous pouvez aussi donner le droit de relecture à d'autres personnes, dont par exemple des personnes chargées de l'assistance à la rédaction de plans de gestion de données. Et puis, vous pouvez télécharger régulièrement des différentes versions de votre plan de gestion de données, ou bien créer des copies de votre plan de gestion de données successives pour en garder en ligne un certain nombre de versions, car il n'y a pas de gestion de versions automatisée dans ces différents outils. Alors, nous avons fait un petit tuto sur l'utilisation de DMP Opidor qui sera aussi mis en ligne sur le site du LPED. Et pour conclure cette conclusion, nous vous recommandons d'aller regarder un petit film qui est une espèce de résumé de ce qu'est un plan de gestion de données et qui est sur ce fameux site d'Oranum qui est vraiment plein de ressources.
Et enfin, nous avons prévu un petit jeu. Je pense que nous avons le temps, oui, nous avons le temps. Ce petit jeu, ce sont des questions qui sont issues d'un jeu de plateau du CIRAD qui s'appelle Libérer la science. Et donc, je vais sortir de cette présentation pour vous copier dans le J'ai mis le lien dans le Ah, chat, je bon, l'ai mis. bah, ma collègue l'a déjà mis, donc c'est parfait. Donc vous avez dans le chat le lien vers ce petit jeu si vous avez envie de voir si vous avez retenu un certain nombre de choses. Je vais cliquer sur le lien pour vous montrer à quoi ressemble sauf qui s'ouvre dans mon autre fenêtre. Donc je vais hop, aller chercher ma fenêtre pour vous l'afficher et vous pouvez faire la même chose que moi. Alors, voici donc les questions que nous vous avons préparées. Je vais vous laisser 5 minutes. Vous avez 5 minutes de toute façon pour répondre à ces quelques questions. Donc, je pense que les 5 minutes sont écoulées. J'espère que vous avez pris plaisir à répondre à ces petites questions. Donc, j'ai ici une petite correction, si je puis dire. Donc à la question quel est l'avantage d'un plan de gestion de données, eh bien, évidemment, il fallait répondre le C. J'espère que pour vous, vous l'avez fait. Je n'ai pas encore regardé quelles étaient les réponses aux questions. Et donc, voilà, assurer donc la reproductibilité des expériences. Quand faut-il commencer la rédaction d'un plan de gestion de données? Eh bien, on l'a déjà dit dès le début du projet. Réponse B. À combien de versions d'un PGD doit-on rédiger autant qu'on veut? Qu'est-ce que la règle du 3-2-1? Donc ça, c'est assez amusant, la série de réponses qui ont été inventées par le CIRAD, mais la réponse, bien sûr, bonne réponse était la réponse C, la règle de sécurisation physique des données qu'on a vu tout à l'heure, 3 versions sur 2 sites au moins en ligne. Qu'est-ce qu'une métadonnée? Eh bien, c'est une information décrivant une donnée. Et enfin, pourquoi déposer vos jeux de données dans un entrepôt? C'est bien sûr pour les faire connaître et faciliter leur réutilisation. Et enfin, est-ce que les licences de diffusion sont obligatoires pour diffuser vos données? Non, elles ne sont pas obligatoires, mais elles sont fortement conseillées pour faire connaître quels sont les droits que vous laissez aux personnes qui vont réutiliser vos données. Si vous ne mettez aucune licence, eh bien, normalement, c'est tout droit réservé. Aucune licence égale aucun droit. Un jeu de données disponible dans un entrepôt est-il forcément libre de droit? Eh bien non, il n'est pas forcément libre de droit puisque si vous y ajoutez une licence, vous pouvez restreindre les droits. Il suffit pour cela d'écrire qu'est-ce que vous voulez qu'il soit fait avec vos données. Et enfin, quel est l'objectif principal de l'archivage numérique pérenne? C'est donc de stocker les données pour qu'elles soient réutilisables sur le long terme. Alors, il y en avait encore une autre. Et pourquoi privilégier les formats ouverts de fichiers? Pour permettre la réutilisation de fichiers sur le long terme. Voilà, on a fait le tour des questions. Je vais arrêter le partage pour que vous puissiez poser vos questions si vous avez des questions sur ce que nous avons dit dans l'heure qui vient de passer. Je ne crois pas avoir, j'ai regardé tout à l'heure. Non, il n'y a pas eu de Il n'y a pas questions eu dans de le chat. questions écrites au fur et à mesure, hein, il me Voilà. semble. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour la poser. Si vous avez des problèmes pour ouvrir votre micro, vous levez la main, vous choisissez la petite icône de lever la main et j'ouvrirai votre micro si besoin. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi l'écrire dans le chat et nous la poserons pour vous. Ah ben, on a dû être extrêmement clair parce qu'aucune question ne vient. Ou alors, Ou alors tout le monde tellement tellement. ennuyeuse que tout le monde s'est endormi.
On va vous laisser quand même le temps de 5 minutes si vous avez quelque chose qui vous vient. Ah voilà, je vois. Existe-t-il un entrepôt au Sénégal pour stocker des données issues d'études réalisées au Sénégal? Alors, à notre connaissance, c'est pas vraiment un entrepôt, mais c'est un site où vous pouvez entreposer des données. Mais dans le cas où vous avez un accord, enfin si vous travaillez avec eux, c'est le site de l'ANSD. Mais sinon, alors, j'avais cherché et je n'avais pas trouvé d'entrepôt sénégalais. Donc, si vous êtes, si votre organisme euh, a un projet d'entrepôt, vous pouvez nous contacter, contacter l'IRD, je veux dire, en particulier notre collègue Luc Decker, pour vous aider à mettre en place un entrepôt de données. Il y a quelqu'un qui demande pas d'entrepôt sénégalais égale fracture numérique. Oui, je pense que oui, on peut estimer que c'est le cas. C'est pour ça que nous avons fait nous avons organisé la semaine dernière, dans 15 jours au Bénin, un colloque sur les données ouvertes. Parce que, en fait, c'est pas uniquement au Sénégal, il y a très peu d'entrepôts en Afrique, d'entrepôts de données. Et, donc, il faut essayer de montrer que c'est pas si compliqué que ça à mettre en place et que c'est tout à fait faisable. Donc, oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes quelqu'un dit que la plateforme ANADS de la NSD est un entrepôt de données, c'est pas exactement la définition d'un entrepôt de données, mais effectivement, c'est une plateforme où on peut déposer et partager des données. Et donc, dans le cas où vous êtes en particulier dans le cadre d'OpenOPSE, vous avez la possibilité de déposer vos données sur l'ANADS. Je continue sur les entrepôts avant de prendre la prochaine question. En l'absence d'entrepôts proprement sénégalais, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'entrepôts internationaux qui sont des entrepôts thématiques. Et donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'entrepôt dans votre pays que vous ne pouvez pas déposer vos données. Par exemple, toutes les données de localisation d'espèces, tout ce qui est écologie. Il y a le grand entrepôt du GBIF, qui est un entrepôt international, qui a des correspondants dans de nombreux pays, dont le Sénégal. Et donc, vous pouvez très bien déposer vos données dans l'entrepôt du GBIF. Alors, la question suivante était, qu'en est-il des modèles anglo-saxons de plan de gestion de données? Eh bien, il y en a de nombreux. Donc, c'est un peu difficile de répondre de façon générale à cette question. Il y a celui du Belmont Forum, il y en a, tous les grands bailleurs ont des plans de gestion, des modèles de plan de gestion de données. Donc, vous dire qu'ils sont exactement semblables à celui de l'ANR Sciences Europe, ce serait vous mentir. Mais en fait, il y a des rubriques qui ressemblent beaucoup et des rubriques qui sont par exemple des fois fusionnées par rapport au modèle de l'ANR qui est quand même relativement détaillé. Mais en fait, ce qui est demandé dans ces différents plans, c'est toujours un peu la même chose que ce qu'on vous a exposé, même si ça ne sera pas exactement les mêmes 6 rubriques, ça sera peut-être uniquement 3 ou 4, ça dépendra. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plus compliqué de remplir un plan de gestion de données quand il n'y a pas beaucoup de questions, parce qu'on hésite pour savoir où est-ce qu'on va mettre l'information. Et du coup, parfois, il y a des redites et c'est plus compliqué. Alors, il y a une autre question. Donc, sur les chercheurs irdiens, doivent-ils obligatoirement déposer dans DataSud ou bien ont-ils la possibilité de déposer dans d'autres entrepôts? Pas du tout. Ils ne sont absolument pas obligés de déposer dans DataSud. DataSud est un lieu où déposer quand on n'a pas, comme je disais tout à l'heure, un entrepôt thématique leader dans son domaine scientifique.
Et il faut savoir que DataSud n'accueille pas des données massives, des données par exemple génétiques, des données de type satellitaire, n'auront pas la possibilité d'être déposées dans DataSud. Donc il vaut mieux utiliser un entrepôt thématique dans ce cas-là. Alors ensuite, il y en avait une autre. Les entrepôts ont quelle quelle capacité de capacité de stockage? Ben stockage? justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Selon le type le type de données qui sont accueillies, le poids, enfin l'importance, le poids de chaque fichier est maximum est différent. Je crois que dans DataSud, c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 2 gigas, non? Je crois que c'est 1 giga par jeu de données, mais Non, par par fichier. fichier. Par Par fichier. fichier. Mm. Alors, il faut savoir qu'un jeu de données peut comprendre beaucoup de fichiers. Donc, mais il y a une limite par fichier, en tout cas. Et oui, à long terme, si ça devient exponentiel, la quantité de données, quel est l'avenir des entrepôts? C'est une question qui a été posée là. En fait, il y a des contrats, oui, des accords qui sont en cours de mise en place avec des structures qui font de la conservation à long terme des données des entrepôts. Par exemple, nous sommes en discussion avec, comment s'appelle-t-il? J'ai oublié Le, le nom de l'agence de l'enseignement supérieur le CNES. le CNES, voilà, merci. Le CNES, on est allé les visiter, ils nous ont donné quelles étaient leurs préconisations, etc. Et donc, il y a des discussions qui sont en place pour que, à terme, donc les données déposées dans DataSud soient sauvegardées à long terme au CNES. Et c'est le cas de la plupart des entrepôts. Il y a des solutions de stockage qui sont en cours de discussion. Pour l'archivage pérenne des données. Question suivante, comment reconnaître un entrepôt de données? Autrement dit, les caractéristiques d'un entrepôt de données. Donc, les entrepôts de données, il en existe différents types. On vous conseille d'utiliser un entrepôt de données qui répond à certains critères de fiabilité. La plupart, il vaut mieux que ce soit un entrepôt institutionnel et éviter de déposer dans un entrepôt qui pourrait être prédateur, on va dire, c'est-à-dire qui voudrait récupérer vos données pour vous en dépouiller. Un entrepôt de données fiable attribue généralement un identifiant pérenne de type DOI à vos jeux de données. Et pour plus de précision, je vous invite à visionner le webinaire précédent de Luc Decker qui a détaillé précisément ce qu'est un entrepôt de données. Ou alors, je donne carrément la parole à Luc s'il veut détailler. Il faut savoir aussi qu'il y a des possibilités de certification des entrepôts de données, donc qui peuvent vous donner confiance. Donc, je ne sais pas, Luc, si tu veux en prendre la parole sur ce sujet. Sinon, donc, on vous invite à consulter le webinaire qui sera également déposé sur le site au PSE avec les supports. Autre question, est-ce que la loi permet de mettre un terme à sa publication à un moment donné? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la Pas question. très. Est-ce que vous voulez dire, est-ce qu'une fois que vous avez publié vos données, vous pouvez les dépublier? Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que la personne peut... Oui. Oui, c'est ça. En fait, tout le problème vient du fait d'affecter à vos données un identifiant numérique pérenne comme le DOI.
Une fois que quelque chose est publié, qu'on a attribué un DOI à quelque chose, peu importe quoi, ça peut être aussi une publication, hein, le fait de le dépublier, c'est très rare et si on le fait, il va falloir le justifier de façon importante et laisser de toute façon toujours accessible la fiche de description des données, même si les données elles-mêmes deviennent non accessibles. Donc, ce n'est pas une histoire de loi, c'est une histoire de régularité vis-à-vis de l'identifiant numérique pérenne du DOI. Et la loi intervient. Donc, il faut bien réfléchir avant de se dire je veux dépublier les données. Évidemment, si les données que vous avez mises en ligne contreviennent à la loi, il y a des chances qu'on vous oblige à les dépublier effectivement, mais il y aura toujours une fiche intermédiaire qui restera là et qui expliquera pourquoi ces données, qu'est-ce qu'étaient ces données et pourquoi elles ont été dépubliées. J'espère que notre réponse vous convient. Alors, il y a une remarque sur le fait que les données, le rapport entre les données et les archives de la recherche. Je n'étant pas archiviste, je ne suis pas trop au courant de cette partie. Merci pour cette contribution. Oui, voilà. Mais je ne sais pas, non plus. Pour moi, la loi, le périmètre des données étant plus spécifique, c'est un petit peu comme quand on a défini le cadre des publications et du droit d'auteur et des droits voisins. Là, on est maintenant au niveau du droit des données. Pour moi, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire avant on parlait des archives, c'est-à-dire les données sont considérées comme des archives en fait, mais on a maintenant un droit qui s'applique aux données, donc on a quelque chose de plus précis et on n'a pas travaillé le référentiel des archives. Donc, je ne suis pas au courant. Bon, eh bien écoutez, comme je ne vois pas apparaître de nouvelles questions, je vais vous souhaiter à tous une bonne fin d'après-midi. Vous vous engagez à aller voir dans les jours qui viennent, mettons à la fin de la semaine, sur le site LPED pour avoir le support et puis les différents fichiers dont on vous a parlé lors de cette présentation, ainsi bien sûr que si vous voulez réécouter l'enregistrement, que je vais donc arrêter là maintenant, arrêter l'enregistrement.